Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule pour le cours de 5D1. On va parler de la Yamaha CL5, qui est une console audio numérique pour la sonorisation de spectacles. Donc la particularité avec la Yamaha CL5, c'est qu'elle est très versatile, elle peut faire beaucoup de choses, autant pour le front of house, FOH, ou pour les consoles de moniteur. Donc, on va entrer en détail dans cette vidéo sur les fonctionnalités de la console. Tout d'abord, on a 4 sections de fader. Donc, les 4 sections sont parfaitement modulables. On peut les adapter en fonction de nos besoins. On peut changer la manière comment les canaux sont configurés pour optimiser notre travail ou aussi appeler en bon français notre workflow. Donc, ici, nous avons nos 16 premiers channels. Nous avons ici les banques de canaux qu'on peut sélectionner. Donc là, présentement, je suis sur les canaux 1 à 16. Je peux sélectionner les canaux 17 à 32, 33 à 48, 49 à 64 et 65 à 72. Vous voyez que cette section-ci, présentement, n'a pas rien d'assigné parce qu'il n'y a pas plus que 72 inputs sur la console. Elle ne peut pas gérer davantage d'entrées. On a la page Stereo In, qui sont nos effets. Donc, nos effets qui sont stéréo. Comme vous pouvez voir, les faders ici sont assignés. Donc, nous avons 8 effets intégrés à la console. On a aussi les DCA, qui sont des contrôleurs de volume qu'on peut assigner plusieurs canaux par DCA. Donc, par exemple, si je veux que mon DCA 9 contrôle le volume de la batterie, donc, je pourrais assigner mes 8 canaux de batterie à mon DCA 9, le renommer, changer la couleur et ainsi avoir plus de facilité à changer le volume seulement pour le drum. On peut faire ça pour tous les instruments. Très pratique. Les deux dernières pages, ce sont les customs. Donc, on a ici le custom A1 et A2. Vous avez d'autres customs qui sont de ce côté-ci. Le custom C1, C2, C3, C4, C5, C6. Donc, ce qui est chouette avec les customs, c'est qu'on peut choisir tous les canaux indépendamment et les placer dans l'ordre de notre choix. Donc, on peut prendre des entrées, on peut même prendre des sorties, on peut prendre des matrices et toutes les mettre sur une même section ou une même page. Donc, très versatile, tout dépendamment de notre workflow. Donc, vous voyez ici, chaque section possède différents encodeurs rotatifs, des boutons pressoirs, très similaires à la Yamaha LS9 que vous avez déjà appris. Donc, pour faire simple, les boutons rotatifs, vous voyez ici présentement à l'écran, on voit qu'il est assigné au Mix 11, par exemple, mais on peut les assigner à n'importe quoi. Donc là, présentement, vous voyez le bouton ici, qui nous permet de changer le type d'assignation et relié aux encodeurs rotatifs. Donc là, je suis sur les assignes, mais je peux aller sur les gains. Donc là, présentement, le channel 16, je change son gain. Même chose pour le channel 15. Je peux changer les pannes pour chaque canot, ce qui peut être très pratique, et l'assignation pour les mix, tout dépendamment dans quel mix est sélectionné. Si je me rappelle bien, je peux sélectionner les mix tout dépendamment du type d'encodeur qu'on souhaite. Donc, très pratique. Si jamais vous souhaitez utiliser les gains classiques et les pannes classiques, vous avez le bouton ici blanc, l'encodeur rotatif blanc, qui est le gain. Donc, si, par exemple, vous voyez le bouton en vert ici, c'est notre bouton Select, comme sur la Yamaha LS9. Je peux sélectionner mon Channel 14. Il va apparaître sur l'écran, Channel 14, et là, je peux faire mon gain directement ici. On le voit qu'à l'écran, le bouton rotatif du gain change. Même chose si je suis sur le gain ici. Sur mon channel 14, je peux le changer directement là. Si jamais je suis sur le channel 15, vous voyez que le channel 14 ne bouge pas, c'est vraiment le channel 15 et il y a une fenêtre qui apparaît pour nous indiquer le changement. Le pan est également ici, donc l'encodeur rouge. Là, ici, c'est un peu plus rosé que rouge, donc on peut voir la différence, mais les couleurs sont très proches, très près de l'une de l'autre. Donc ici, vous voyez, je suis sélectionné sur le channel 14, je change le pan et évidemment, si je change l'assignation de l'encodeur ici, et je prends le channel 15 et la fenêtre va apparaître également. Donc, faites juste attention, des fois, on oublie qu'on est sur quelle assignation, on pense être sur le gain, puis là, on pense changer le gain ou quoi que ce soit. Finalement, il faut juste s'assurer de ne pas se tromper quand on fait certaines manipulations.
Donc, le bouton Select nous permet de sélectionner le canal sur lequel on souhaite travailler. Le bouton Q est notre PFL. Donc, c'est grâce à lui que nous allons pouvoir visualiser si nous avons un niveau adéquat, un niveau sonore d'entrée adéquat. Donc, en pesant sur le Q, on peut voir facilement à l'écran. Vous avez... Oh, pardon, excusez. Oui, l'écran est touch. Je vais vous montrer plus en détail dans les prochaines minutes. Donc, vous avez ici le meter Q qui est activé. On voit que le bouton jaune est activé. Si je l'enlève, vous voyez, il a disparu. Mais on a aussi dans cette section-là nos faders qui sont analogiques. Donc, on a aussi le fader Q qui va nous indiquer les valeurs jusqu'à moins 18, moins 15 dB au besoin. Les boutons On, ce sont des mutes. Donc, lorsqu'ils sont désactivés, donc quand la lumière est rouge, évidemment, le son n'ira pas au PA, au stéréo, au master. Tout ça, ce sont des synonymes. Donc, toujours s'assurer qu'ils soient bien activés. Et aussi, de base, les assignations pour envoyer le son au moniteur, si on désactive le mute, vu qu'ils sont pré-fader, si on désactive le mute, le son n'ira pas au mix. Donc, tout dépendamment de si vous l'utilisez pour des consoles de mix de moniteur, assurez-vous que vos inputs soient bien à on pour être certain que le son s'envoie au moniteur. Donc, ça résume très bien la majorité des sections avec les faders, qui sont aussi des faders motorisés, évidemment, les encodeurs et les boutons de base, ainsi que les sections ici. Vous avez la section juste ici. Comme la LS9, on a nos mix et nos matrices. Nous avons les 16 boutons rotatifs avec 4 couleurs pour chaque section. Donc, on a la page de mix 1 à 16 ici et on a la page de mix 17 à 24, incluant les matrices. Donc, nous avons 17, 18, 19, 20. Donc, 17, 18, ce sont les mix FX1, FX2 jusqu'à FX8, donc jusqu'au mix 24. Puis ensuite, on continue avec les matrices de 1 à 8. On voit MT ici à l'écran pour nous indiquer que ce sont les matrices. Donc, les matrices, ça sert principalement à envoyer un signal stéréo. Généralement, c'est le système de son principal. C'est pour envoyer, par exemple, à des caméramans, journalistes qui souhaitent avoir un retour de son. Ou ça peut être dans d'autres contextes pour enregistrer un mix stéréo pour une capsule web ou pour avoir un backup ou pour le redonner aux artistes s'ils ont besoin d'un mix stéréo s'ils l'ont demandé. Ça peut servir pour beaucoup de choses. Ça peut aussi être pour des délais, donc des systèmes d'haut-parleurs d'appoint pour assurer que le son soit bien envoyé à distance si jamais il y a une grande pièce, une grande salle ou un événement extérieur. Donc, la section ici, section du centre, elle a une particularité. Elle est considérée comme le cerveau de la console. Ça s'appelle le Central Logic. Peut-être vous ne le voyez pas à l'écran ici, mais il y a un petit écriteau qui indique l'espèce de possibilité, versatilité qu'on peut faire avec cette section-là. Donc, elle a les mêmes configurations que les autres sections de fader, mais elle a deux pages qu'on peut sélectionner. On peut sélectionner les inputs. Donc là, je suis présentement dans l'onglet Input. On voit mes channels 1 à 8 parce que présentement, cette section-ci qui est marquée avec les chiffres, ce sont mes inputs également. Et vous voyez, c'est en vert. Si je m'en vais dans les Outputs, là, on est devenu en orange. Et là, on a aussi des pages qui ont changé de couleur, qui sont en orange, et ils sont toutes indiqués ici. Donc, on a vraiment la possibilité, au centre, d'avoir soit nos inputs, soit nos outputs. On ne peut pas avoir un mix des deux. Il faut vraiment sélectionner l'un ou l'autre, comme ça. Donc là, si je reste sur mes inputs, ben, comme vous avez vu, c'est les channels de 1 à 72. Donc, rien de différent par rapport à ce que je vous ai montré ici. Donc, ça, ici, ce sont nos inputs. Pardon, désolé. Donc, nos outputs, on a nos DCA 1 à 16. On a nos mix. Donc, on a nos envois vers les mix. On a nos masters de mix ici, 1 à 16. Les 17 à 24, on les voit, ils sont déjà renommés FX pour nos effets. On a nos matrices 1 à 8. Et ensuite, on a nos stéréos. Donc, la section stéréo, c'est vraiment la section master qui est déjà ici. Mais l'avantage, c'est qu'on a également le Q et le moniteur, ce qu'on n'a pas facilement ici. Par contre, si je pèse plusieurs fois, non, exact. Je peux peser plusieurs fois sur le Select pour avoir mon stéréo left-right.
mais mon mono, lui, reste mono. Fait que là, ici, on a notre cue et notre moniteur au besoin. Donc, ça peut être très pratique. Nos stéréos, donc nos effets stéréo comme on a vu ici, dans la même section. Donc, vous voyez, ça peut même apparaître à plusieurs endroits en même temps. C'est pas pratique, je dois vous avouer, là, parce que si je bouge le fader ici, vous voyez, il bouge également là. Donc, on veut centraliser seulement les faders qu'on va utiliser pour que ça soit le plus efficace possible. Et le dernier, c'est le custom B1. Donc, si on a deux pages custom A1, A2, on a la page custom B1 ici, puis on a aussi 6 autres customs pour la section ici. Donc, on a beaucoup de possibilités. Fait que, par exemple, je pourrais être sur custom A1 et j'ai la possibilité d'avoir 16 channels dans mon custom A1, 8 channels de plus sur mon custom B1 et un autre 8 channels sur mon custom C1. Donc là, on peut ensuite changer de page en fonction des customs qui sont disponibles. Et il y en a qui utilisent beaucoup ces pages-là. C'est très pratique. Au lieu de tout le temps naviguer de channels qui sont dans l'ordre du patch, des fois, on veut des choses un peu plus dans l'ordre que nous, on souhaite. Donc, les customs sont très pratiques pour ça. Vous avez également les mêmes fonctionnalités pour les channels. Le bouton Select, le bouton Q et les encodeurs ont le même rôle que lorsqu'ils sont assignés, mais on peut aussi avoir des boutons pressoirs tout dépendamment des fonctionnalités qu'on souhaite. Comme là, vous voyez, j'ai pesé sur le bouton et je peux voir à l'écran que je suis en train de changer le gain, par exemple. Par la suite, vous avez ici une section qui s'appelle Send Memory. Très pratique pour passer d'une scène à une autre rapidement sans devoir passer par un menu. Le menu scène sur l'écran touch est juste ici. Donc là, vous voyez, on a accès et tout dépendamment de comment je change mes flèches, on peut voir qu'il va bouger en fonction de comment sont placées les scènes. Donc ça, on n'a pas besoin d'aller sur le menu Scene List pour pouvoir l'utiliser. Il fonctionne automatiquement, donc c'est très pratique. Et par exemple, si je veux choisir cette scène-là, je peux faire le bouton Recall. Et là, pouf, j'ai une scène qui vient d'être uploadée, qui vient d'être mis directement sur la console rapidement. Donc, on peut passer vraiment d'une scène à une autre sans qu'il y ait de latence, sans qu'il y ait de bug, sans qu'il y ait de quoi que ce soit, si toutes vos scènes sont bien enregistrées pour éviter des problèmes techniques. Donc, par exemple, moi, je veux aller à la fin, qui est la scène juste avant. Et vous voyez, il y a un petit délai, mais la transition, le son ne coupe pas. Donc, on peut vraiment passer d'une scène à une autre sans que le son ne s'interrompe. Comme vous pouvez voir. On peut faire undo si jamais j'ai fait une fausse manipulation. Tant que vous ne touchez à rien, vous pouvez faire undo. Donc, si je fais undo, je reviens à la scène dont j'étais précédemment. Mais moindrement que je bouge un fader, j'ai effectué une manipulation. Normalement, je peux quand même revenir à undo. Bon, c'est quand même pas une mauvaise chose. Super. Si je fais preview, je peux activer le mode qui me permet de voir les différentes scènes si jamais je veux loader une scène ou une autre. C'est un mode qui est pratique. Moi, je l'utilise peu personnellement, mais il y a plusieurs possibilités à faire. On va voir plus ça en profondeur dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai désactivé le mode Preview. La section ici, c'est nos User Defined Keys. Nos User Defined Keys, ce sont des boutons pressoirs qu'on peut assigner des paramètres. Donc, par exemple, je pourrais faire des mute group, je pourrais faire un tap tempo pour mon délai, je pourrais activer une page, désactiver une page, toutes sortes de possibilités, activer un effet, désactiver un effet. C'est très versatile. Il y a 16 boutons User Defined Key qu'on peut définir comme on souhaite de A à Z. Très pratique. On a aussi des User Defined Knob juste ici. Donc, on peut également avoir des boutons rotatifs qu'on peut assigner les paramètres qu'on veut. On peut changer la luminosité de l'écran, on peut augmenter un effet si on aime beaucoup rajouter, par exemple, plus de mix, plus d'envoi vers l'effet sur certains instruments. On pourrait assigner ce knob-là. Il y en a beaucoup qui préfèrent ça à un fader, par exemple. Ou de ne pas aller à une page à chaque fois, de changer de page. Très pratique pour certains contextes. La dernière section de fader ici, c'est à peu près la même chose que les autres. On a les sorties DCA 1 à 16, les stéréos in, encore une fois, et nos 6 customs. Donc, c'est vraiment un bonus qu'ils nous ont rajouté ici. Ils ont précisément mis les DCA en se disant « les DCA vont être ici vu que c'est proche du master,
Ça va être plus facile à faire le mix. Ici, on pourrait mettre nos inputs de channel pour bien les voir. Et ici, ben, on a le choix entre les entrées-sorties. Ça va vous arriver un jour, il n'y aura pas de console de moniteur. Vous allez devoir faire et le son de la salle et le son des moniteurs. Donc, d'avoir accès rapidement aux pages de mix en même temps que vos volumes pour le FOH et en même temps que vos channels si jamais vous avez des paramètres à ajuster. Ça rend la chose très versatile. Puis là, vous voyez, les mix ont été identifiés ici. On a des mix stéréo pour le drum, pour la bass, pour le keys et pour la guitare parce que ils étaient en in-ear, donc des in-ear stéréo. Puis on avait ici mix Send. C'est peut-être la chanteuse. Oui, ça devrait être ça. Sandra, sûrement qu'elle s'appelait. Je n'étais pas sur cet événement-là. Là, j'ai juste pris une scène qui était déjà inclue dans la console. Puis le front, left-right, c'est principalement... généralement, c'est les mix de moniteurs en backup. Donc, qu'on met pour la chanteuse. Si jamais ces in-ear ne fonctionnent pas bien ou si elle décide de les enlever pour une raison X, elle a toujours un mix de moniteurs au sol pour au cas où. Voilà. Donc, les DCA, comme on a parlé, stéréo, etc. La dernière section ici, ben, c'est notre fader de master. Donc, si je sélectionne le master, vous voyez que la page ici, comparée au channel, les channels, on voit vraiment les assignations pour les mix. On voit d'autres paramètres, dont le gain, les EQ, etc. Mais si je sélectionne le stéréo, ben, on n'a pas moyen d'envoyer le stéréo au mix. Par contre, on peut envoyer le stéréo aux matrices. On a accès au pan, évidemment. On a accès à des EQ aussi. Mais on n'a pas accès à un gain. Ça, c'est normal. Le stéréo, on ne fait qu'envoyer le son vers le système de son principal. On a un compresseur au besoin et on peut mettre des insertions d'effets pour faire un traitement sur notre master. Donc, c'est ce qui résume le devant de la console, donc l'élément central ici. Comme je vous ai dit, on a nos mix, nos matrices ici, tout dépendamment de la page qu'on sélectionne. Et vous voyez, cela change à l'écran en fonction de sur quoi vous travaillez. On a, je répète une fois, le gain, le pan. On a des boutons pour les traitements dynamiques. Donc, si je retourne ici à ma page de mon channel ici, donc c'est mon channel 16, les boutons rotatifs qui sont ici correspondent à ceux-là. Donc, si je change mon dynamique 1 ici, pardon, j'ai accroché la caméra avec ma tête, on peut voir que le threshold, le seuil, est en train de changer. Nous avons le High Pass Filter, donc on peut voir qu'il va bouger en fonction de comment on le place ici. Et on a nos EQ, donc les basses fréquences, les basses mid-fréquences, les mid-hautes fréquences, puis les hautes fréquences. Donc on a notre gain, on a la fréquence qu'on choisit et le facteur Q. Très pratique à utiliser parce que vous allez voir, c'est quand même rapide, plus qu'un écran touch parfois, ou avoir juste un bouton rotatif, puis là, changer l'assignation. Là, au moins, on a les trois paramètres. Nous sommes rendus maintenant à l'écran touch. Donc, l'écran touch de Yamaha, c'est quand même très pratique, très versatile. Par contre, il y a quand même beaucoup de menus et tous les menus ont un gris et c'est facile de se perdre. Il y a beaucoup de places qu'on peut faire la même chose. Donc, je dois vous prévenir tout de suite, ça va être très important que vous appreniez bien les menus, savoir où sont les choses pour pouvoir travailler rapidement. Parce que plus vous allez travailler sur la console, plus vous allez être rapide pour faire les manipulations et plus vous serez efficace. C'est un mal nécessaire, c'est un mal pour un bien. Une fois que vous allez apprendre et que ça va devenir un peu naturel, vous allez développer les réflexes, vous allez beaucoup apprécier le workflow de la Yamaha. Donc, on va commencer. Premièrement, la page ici, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a déjà en hardware, ce qu'on a d'accessible avec nos mains. Donc, on a ici exactement nos mix qui sont affichés ici. C'est les mêmes couleurs de boutons rotatifs. On a des boutons on-off. On peut les activer, les désactiver. On a des pans également. On peut cliquer sur les boutons rotatifs sur l'écran et on peut changer les paramètres. Donc, vous voyez ici, mon bouton est assigné au Central Logic. Puis, ce qui est chouette avec ça, c'est qu'on voit bien les lignes de chaque canal qui continuent à monter pour nous indiquer que le canal ici va contrôler ce qui est affiché à l'écran. Donc là, je peux changer mon niveau d'envoi du mix 1 avec le channel de la bass.
Donc, dans le Mix 1, présentement, j'envoie la bass, j'envoie la guitare acoustique, j'envoie la guitare électrique, etc., etc., etc. Et on peut également changer les pannes. Là, présentement, vous voyez, l'envoi est sélectionné pour que ça fonctionne. Là, le pan est assigné directement au canal de la bass. Si je clique sur les pannes à l'écran, là, je peux les contrôler directement. Donc, il faut absolument cliquer. Quand vous voyez qu'il y a un encodeur blanc, bien, vous avez accès avec les encodeurs de Central Logic pour pouvoir les manipuler. Donc, on peut les mettre pré ou post, tout dépendamment. Donc, si je désactive le pré, on est en post fader. Et on peut le mettre on ou off directement. Là, on est dans le mode 8 channel. Il y a parfois des modes 1 channel, tout dépendamment. Donc, on voit vraiment mix, send to mix 1. Par la suite, évidemment, on peut aller dans les matrices également. Je peux cliquer sur le bouton des matrices. On voit que je suis sur la matrice 5 et je peux envoyer certaines choses dans la matrice 5. Ici, nous avons les gains. Si je clique sur le bouton du gain, du channel 16, on est sur le channel 16, j'ai le gain. Donc, je peux le contrôler directement ici. Ça le contrôle également ici, on ne le voit pas, mais c'est relié. Ou je peux le contrôler en sélectionnant le gain. Et là, je suis sur le channel 16, donc je prends l'encodeur qui correspond. Si je change, puis je prends l'encodeur 15, vous voyez, c'est une autre page qui va apparaître pour m'indiquer que le gain est changé. C'est de là qu'on peut envoyer le 48 volts. Donc, je peux activer le 48 volts comme ça. Et nous avons un bouton pour le Gain Compensation. Le Gain Compensation, c'est si vous travaillez en simultané avec deux consoles en même temps. Parfois, en fait, tout le temps, il va toujours y avoir un gain analogique et un gain digital. Donc, généralement, c'est la console de moniteur qui possède le gain analogique. C'est un paramètre qu'on doit activer et décider. Et la console au front of house devra avoir le gain numérique, le gain digital. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que le gain analogique va faire le gain principal. Donc, quand on fait les tests de son, le scratch test, puis que le musicien joue son instrument, on fait le gain analogique avec la console de Mon. La console de FOH va recevoir le gain analogique de la console de Mon, parce que les deux sont connectés au même préamplificateur de microphone. Et par la suite, si le FOH trouve que le gain est légèrement trop fort ou légèrement pas assez fort, il va pouvoir, lui, avec son digital gain qui est ici, faire des ajustements. Et après ça, si durant l'événement, le spectacle, il y a un problème technique, X raison, finalement le drummer joue plus fort que ce qu'il devait, sans que les deux gains changent lorsque la personne au moniteur va changer le gain et que ça affecte le son au front of house, en activant le gain compensation, et en décidant à peu près de où est-ce qu'il va être assigné, par exemple, eh bien, quand la personne va changer le gain analogique, il va y avoir à peu près le même type de niveau sonore qui va sortir dans le front of house sans que le gain ne change complètement. Donc, on peut l'activer, on n'est pas obligé. Généralement, on ne l'active pas. On l'active seulement si on considère nécessaire. Donc, on peut activer le gain compensation sur tous les canaux ou les désactiver sur tous les canaux. Oups, pardon, j'ai accroché l'écran. On peut aussi faire en sorte que le gain analogique, analog gain, devienne le digital gain sur tous les canaux. Et l'inverse, on veut que tous les canaux ne soient pas en digital, mais bien en analogue. Donc, par exemple, si moi je souhaite que tous mes canaux deviennent digital, normalement, ça aurait dû fonctionner pour une raison que j'ignore, mais bon, c'est pas grave. Donc, le digital gain est ici, on peut le contrôler comme cela. Et il y a un mode dans les setups, je vais vous montrer comment on peut faire en sorte que le digital gain devient l'élément principal. On a l'inverseur de phase, évidemment, pour le canal, si nécessaire. On peut aussi sélectionner le input port. L'input port, c'est très important parce que c'est de là que vous allez sélectionner quelle sera la source d'entrée pour chaque canal. Est-ce qu'on se branche directement dans la console? Est-ce qu'on se branche dans des préamplificateurs numériques qui vont être connectés à la console en Dante? Généralement, je vous dirais 99% du temps, vous allez utiliser les préamplificateurs Dante qui sont compatibles avec la Yamaha, qui sont nommés les Rio. On va vous les présenter dans une prochaine vidéo. Donc ici, c'est la page pour sélectionner le port d'entrée pour s'assurer que chaque canal reçoive le bon port. Donc là, ici, on a nos ports Dante 1 à 32, 33 à 34. On a les Omni, qui sont les entrées analogiques qui sont derrière la console. On a seulement 8 entrées XLR sur la Yamaha CL5. Donc, c'est très peu, mais
on a conçu la console de cette manière-là pour les utiliser avec des préamplificateurs. Par la suite, on a aussi des entrées slot qui sont des cartes externes supplémentaires qu'on peut ajouter. Donc, on pourrait ajouter des connecteurs à date, par exemple. On pourrait ajouter des connecteurs à USB-U. On pourrait rajouter d'autres types de connectiques. On a évidemment aussi les entrées effect rack qui sont disponibles dans les ports, mais vous allez voir, c'est très rare qu'on les utilise dans ce contexte-là, dans cette page-là. Donc, si je reviens à Dante 1 à 32, présentement, je suis sur le canal 16. Donc, mon canal 16, vous voyez, le Dante 16 est activé. Donc, normalement, si je branche mon préamplificateur, le préamplificateur Rio que nous avons a 32 entrées. Donc, présentement, le canal 16 reçoit le channel 16 du préamplificateur. C'est logique, ça fonctionne. Si jamais, pour une raison X, vous avez mal patché vos entrées de micro ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le temps de débrancher, d'inverser, le spectacle commence ou... Eh bien, vous pouvez le faire manuellement ici. Par exemple, j'ai branché 16 dans 17. J'aurais dû le brancher dans 16, mais j'ai branché dans 17. Mais moi, j'aimerais ça que mon canal 16, vu que j'ai fait ma scène, j'ai pas le temps de changer le nom ou inverser. Ben, c'est simple, je vais juste aller chercher l'entrée 17 pour le canal 16. Là, vous voyez, je suis encore sur mon canal 16 et on peut voir ici quel type d'entrée est sélectionné de l'amplificateur. Donc là, je suis sur le canal 17 avec mon channel 16. Par contre, si je m'en vais sur mon canal 17, vous voyez que lui, il n'a pas changé. Il est encore sur le canal 17. Donc là, ça veut dire que je vais recevoir 2 fois le même signal. On ne veut pas ça. Donc, évidemment, on peut le désassigner. Et là, je peux mettre le canal 16, le préamplificateur 16 dans le canal 17. Et là, je peux faire ça. Et voilà. Donc, canal 17 avec l'entrée 16. Très versatile, très pratique. Par contre, faites attention de ne pas faire d'erreur, de vous tromper, et que les canaux ne sont pas assignés au bon endroit. Sinon, ça peut être très long avant de résoudre le problème. Donc, c'est ce qui résume principalement la page des gains. Vous avez un channel. Vous pouvez voir aussi également 8 channels. Donc, ce qui est chouette, c'est que je peux faire les gains de 8 channels comme ça rapidement. Et évidemment, si je décide de sélectionner les digital gains, mes encodeurs vont fonctionner tous ensemble. On a accès aux 48 volts. On a accès aussi au nom. Donc, si je clique plusieurs fois... Ah, pas ici. On va le faire plus loin. Je pensais que ça fonctionnait. Les inverseurs de phase également. Donc, on peut aussi avoir channel 1 à 48 et les autres canaux, tout dépendamment, ainsi que nos sorties. Le pan. On peut sélectionner le pan. Donc, le pan, on peut avoir différents modes. Est-ce qu'on veut qu'il soit en mode LCR ou en stéréo mono? Le LCR, c'est très, très rare qu'on l'utilise en live. Parfois, oui, il y a un front fill qui peut être un centre, mais généralement, ça va dépendre de la salle, de l'événement, puis tout ça. Donc, généralement, la majorité du temps, vous allez le laisser sur stéréo mono. Le stéréo est très important. Si le stéréo n'est pas assigné, donc s'il n'est pas en rouge, le canal n'ira pas au master. Donc, il ne sortira pas dans le système de son. Donc, toujours s'assurer que le stéréo est bien activé. Et si vous avez un subwoofer de brancher séparément du système de son principal, vous pouvez activer le mono. Donc là, ça veut dire que j'envoie le canal 17 dans le channel mono qui est ici. Et là, ce channel-là, je pourrais l'assigner au subwoofer. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'on a un volume indépendant pour le sub et pour le système de son principal. Donc, on peut s'ajuster s'il y a trop de sub, s'il n'y en a pas assez, tout dépendamment des tunes. On peut faire un EQ différemment pour le sub. On peut mettre des effets d'insertion sur le sub pour traiter un compresseur, par exemple, ou un EQ graphique, ou toutes sortes de types de traitements. Et ça nous permet d'avoir un meilleur équilibre entre les subs et le PA. La majorité du temps, on peut brancher les deux ensemble. Donc, on envoie le signal dans le sub, puis le sub est branché ensuite dans le système de son. Mais là, on a juste un fader pour les deux et on n'a pas autant de possibilités de manipulation. Donc, le mono est très pratique. Et évidemment, ben, on a le pan pour chaque canal qui apparaît également. Même chose ici, 1 à 48, etc. Vous comprenez le principe. Si vous voulez quitter le menu, il y a plusieurs manières. Vous avez le X ici. Si je clique ici, je peux avoir accès à différents paramètres. Mais si je clique sur le gain va quitter tous les menus, peu importe. Donc, on va réussir avec d'autres boutons. Le pan aussi. Le threshold aussi du Dynamic 2. Donc, à peu près tous les boutons ici, encodeur, peuvent vous faire quitter la page et vous ramener à l'écran principal. Donc, pas de panique.
Si vous ne savez pas, si vous avez besoin de rapidité, n'importe quel bouton que vous pressez va vous ramener à l'écran principal ici. On a la section délai. Donc, si vous avez besoin d'ajouter des délais en millisecondes, tout dépendamment du nombre de mètres que vous avez, il va être indiqué ici. 34 mètres, ça correspond à 98 millisecondes, à peu près 99. Vous pouvez l'activer pour que le délai s'ajuste, s'effectue. Et évidemment, s'il n'est pas activé, il ne fonctionnera pas. Et on peut changer aussi soit en mètres, soit en pieds, soit en simple, en millisecondes ou en frame pour frame rate. Donc, les frame rate, c'est par rapport à la vidéo. 30 fps, 29.97 fps, 25 fps, etc. Le High Pass Filter. Donc, le High Pass Filter nous amène à la page d'égalisation. Donc, c'est la même page qu'ici. Vous voyez, si je clique sur la section ici, on a accès au High Pass Filter. Par contre, le High Pass Filter n'est jamais à on. Si je clique ici, ça me ramène à la page principale. On peut activer le High Pass Filter directement ici. Vous voyez, il apparaît à l'écran. Ou directement sur la page d'égalisation, il est ici. Et là, une fois que ça c'est fait, je peux prendre le bouton rotatif et le bouger. Et là, vous allez vous demander, est-ce que ça marche de « non, ça ne marche pas », comme vous pouvez le voir. Il faut absolument utiliser les boutons rotatifs pour faire nos manipulations. Donc là, j'ai mes boutons rotatifs en blanc ici. Si je veux les utiliser, évidemment, je peux. Donc là, présentement, je peux changer mon gain, changer ma fréquence. Et là, vous voyez, je suis sur présentement un high shelf. Donc, c'est pour ça que j'ai la courbe comme ça ici. Je peux le désactiver et là, changer mon facteur Q, changer ma fréquence, changer mon gain rapidement avec le Central Logic. Ou je peux le faire directement ici. C'est la même chose, tout dépendamment de comment vous souhaitez faire vos manipulations. Le High Pass Filter, on peut le contrôler également avec le Central Logic. Comme vous voyez, on a juste à suivre les canaux pour avoir accès. Si vous voulez utiliser ceux-là avec le Central Logic, vous avez juste à cliquer et là, tout d'un coup, boum, vous avez accès. Aussi simple que ça. Donc, on a un atténuateur également, si on veut l'utiliser, pour un préamplificateur trop puissant. On pourrait avoir un petit trim. C'est comme un trim si on veut. Sinon, on peut bypasser certaines fréquences si on veut écouter notre résultat, si ça fonctionne ou pas. On peut changer aussi le type d'EQ. Donc, c'est comme une sorte de coloration, si on veut. On a Precise, Aggressive, Smooth ou Legacy. Il y en a beaucoup qui aiment Legacy, c'est le standard de Yamaha. Il y en a qui aiment beaucoup le Smooth, tout dépendamment si on ne veut pas que ça paraisse trop. L'agressif est quand même très efficace, tout dépendamment du type d'instrument. Et le Precise, c'est le plus précis. C'est lui qui est fourni de base pour les feedbacks, par exemple, ou autres. Donc, on a le bouton Flat qui va reset tout à 0 si on n'est pas satisfait ou si on arrive puis il y a quelqu'un qui n'a pas changé de scène ou quoi que ce soit. On a évidemment le High Shelf, Low Shelf qui sont ici. Et on a aussi un Low Pass Filter que, une fois qu'on l'a activé, eh bien, vous voyez, c'est un Low Pass. Donc, on a quand même beaucoup de possibilités. Ça, c'est vraiment juste un on-off pour l'activer et le désactiver. Si je pèse sur On, l'EQ n'est pas actif, peu importe les paramètres que je vais faire. Donc ça, c'est un genre de bypass master, si on veut. Donc ça peut être très pratique pour entendre si votre EQ que vous avez fait est bien ou pas. Et dernière chose, vous avez aussi une library avec différents presets. Donc par exemple, si je travaille sur, on va dire, une basse électrique et je fais Recall, j'ai un EQ de basse électrique qui se fait automatiquement. Donc ça peut être bien pour sauver du temps si on souhaite... juste commencer avec ça, voir qu'est-ce que ça donne, ça peut être pratique. Et on a le type 1 et le type 2. Donc, on peut comparer deux EQ différents aux besoins. Donc, si j'essaye un autre, on va dire guitare électrique, bam, voici le type 1 et voici le type 2, tout dépendamment de. On peut évidemment copier l'EQ. Si je sélectionne un nouveau channel, par exemple le channel click, je peux paste l'EQ. Et voilà, j'ai un EQ qui a été copié rapidement à un endroit. Et vous voyez, il a même changé le mode Legacy au lieu de Precise qu'il était auparavant. On peut également compare, tout dépendamment du type d'EQ. Donc, il y a moyen de faire une comparaison entre deux EQ. Donc, on a juste à peser. Et c'est ce qui résume pas mal la page d'égalisation. C'est assez simple, ça ressemble beaucoup à la LS9. On peut également voir 8 canaux. On peut voir les EQ précisément. Si je clique sur lui, j'ai accès maintenant au canal 20. Avec les Q. Si je change, je m'en vais sur le canal 23. Si je change, je m'en vais sur le canal 24. Je peux avoir aussi les
48 canaux. Donc, je veux faire l'EQ du 14, boum. Fait qu'on n'a pas toujours à sélectionner une fois qu'on est sur la page principale pour ensuite cliquer comme ça. Ça peut parfois être plus long. Donc, là, présentement, je suis sur le channel 29, mais je pourrais également aller sur les mix et j'arrive automatiquement sur les légalisations, étant donné que je suis déjà sur cette page-là. Peu importe sur quel canal je vais sélectionner, je vais toujours rester sur la page d'EQ. Donc, continuons. Les traitements dynamiques. Donc, les traitements dynamiques sont toujours désactivés. Vous avez différents types de traitements, un gate, un docking, un compresseur, un expander pour le traitement 1. Pour le traitement 2, vous avez un compresseur, les companders et le DSE. Le DSE est très pratique, le compresseur aussi. Les companders, moi personnellement, je les utilise très rarement. C'est pas ce que vous allez le plus utiliser. Le gate pour le drum, vraiment efficace. Parfois pour le vocal, ça peut être pratique. Si jamais le vocal il chante pas trop souvent ou s'il y a un micro d'animation, on peut mettre un gate comme ça quand il se met à parler, ça fonctionne, puis quand il parle pas, ça coupe. Donc ça évite certaines sources sonores nuisibles. Le docking, c'est plus quand vous avez un DJ qui met de la musique, par exemple, ou un animateur, puis là il se met à parler. Ben, le docking va pouvoir juste atténuer la musique le temps qu'il parle, et quand il finit de parler, ben, la musique va revenir à un niveau confortable. Compresseur, vous avez une bonne idée de ce que ça fait, puis l'expander, c'est un genre de gate sans qu'il soit complètement fermé. Donc ça va atténuer le signal sans l'atténuer complètement, comparé au gate qu'on voit vraiment la porte du seuil qui est vraiment fermée complètement. Encore une fois, on peut voir les 8 canaux, les 48 canaux et tout le reste. Donc, n'oubliez jamais de les activer pour qu'ils soient opérationnels. S'ils ne sont pas à on, ça ne fonctionnera pas. Oups, pardon. Donc, on a la page également ici d'EQ. Donc, si jamais je fais des manipulations d'EQ, on peut le voir se faire sans problème. Donc là, je peux le faire aussi directement sans devoir cliquer sur la page. Mais je n'ai pas accès à toutes les fonctionnalités. Là, si je veux enlever le high shelf, je n'ai pas le choix de cliquer sur l'EQ ici, enlever le high shelf, revenir, boum. Et là, je peux faire mon facteur Q comme je veux, ajuster comme ça, boum. Fait qu'au moins, on peut voir sans trop de difficulté. Là, c'est un EQ un peu extrême, là, c'était pour vous donner un exemple, là, mais je pense que vous comprenez très bien. Par la suite, on a nos pages d'insertion. Donc, si je clique là-dessus, présentement, je suis sur le canal 21. Je peux activer l'insertion, donc je peux mettre un effet en insertion sur le canal 21. Puis je peux décider dans quelle partie de la chaîne de traitement je souhaite le mettre. Donc là, présentement, il se retrouverait juste avant le High Pass Filter. On voit les petites flèches ici. Donc, juste après le High Pass Filter et juste avant l'EQ. Je peux lui dire, non, j'aimerais mieux que tu sois après l'EQ et les deux traitements dynamiques. Ou je peux lui dire, je veux que tu sois complètement à la fin de la chaîne après le on-off. Tout dépendamment de comment je souhaite que mon insertion soit utilisée. Généralement, on le met avant l'EQ. Moi, ça m'arrive de le mettre après l'EQ, tout dépendamment du type de traitement que je souhaite faire. Donc, pour se faire simple, on a juste à sélectionner l'insert 1. On sélectionne où est-ce qu'on veut provenir sa source. On peut brancher des effets externes. Par exemple, il y a beaucoup de soundmen aujourd'hui, de techniciens sonores qui prennent des pédales d'effets, qui les branchent dans la console en analogique et qui vont utiliser ces effets-là externes pour retour d'effet de reverb ou pour un instrument spécifique. Donc ça, c'est la première option. On peut utiliser des entrées-sorties physiques avec des traitements externes ou on peut aussi également utiliser les effets à l'interne de la console. On peut également changer le direct out si on veut envoyer le traitement ailleurs dans la chaîne. Par exemple, si je veux envoyer le canal 21 qui serait par exemple mon Talkback FOH, j'aimerais ça l'envoyer à la console de moniteur, ben, je vais utiliser les direct out. Donc les direct out, c'est une section à part de l'insertion, c'est pas la même chose. Donc tout dépendamment de où est-ce que je veux qu'il soit dans la chaîne, je peux le changer de place aussi. Si par exemple je mets un compresseur externe sur mon Talkback de FOH, puis j'ai choisi l'insert 1, j'ai choisi l'entrée-sortie analogique, et que je décide que mon direct out soit après mon compresseur, ben ce qui est chouette, c'est que mon Talkback va être compressé même jusqu'à la console de mon, mais je pourrais aussi le mettre avant et là, il ne le serait pas. Donc, c'est un peu à votre discrétion, tout dépendamment de comment vous utilisez les direct out. Les direct out peuvent servir pour beaucoup de choses. Si vous avez un enregistrement vidéo à faire, du spectacle, vous pouvez utiliser les direct out, l'envoyer à une console de régie, de broadcast, et eux
Généralement, ils veulent faire leur propre mix, donc ça serait avant les EQ. Parfois, ils vont pas avoir ce qu'il faut pour faire un bon mix. Fait que vous allez pouvoir le mettre après l'égalisation, sauf que vous allez faire une égalisation pour la salle. Vous ne ferez pas une égalisation pour la télé ou sur Internet, le streaming. Donc, parfois, l'EQ ne sera peut-être pas adéquat. C'est pour ça qu'on préfère toujours le mettre avant. Et les personnes qui vont faire le broadcast vont faire un mix indépendant qui va convenir pour l'écouter en direct sur YouTube, sur Facebook ou d'avoir un enregistrement vidéo pour un montage plus tard. Donc, les direct out servent à envoyer le signal à un endroit en particulier. On peut les utiliser pour l'envoyer, par exemple, le Talkback FOH au MON. Comme ça, on peut, la console de moniteur, parler aux musiciens parce que le son va aller directement dans les mix de moniteur. Ce qui est très, très, très pratique. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de se faire entendre très, très loin par les musiciens. Puis il y en a qui ont des in-ears aussi, donc ils peuvent nous entendre directement dans leurs oreilles. La communication se fait beaucoup mieux. Et encore une fois, on a les pages de 8 canaux, Insert et Direct Out. On n'a pas les autres pages de 48 niveaux. Donc si par exemple je prends le Direct Out, je vais envoyer le keyboard ou le click. On va dire le click. Ben, je peux sélectionner un canal Dante. Donc là, je pourrais dire que le canal 33, j'ai pas de channel qui est assigné à ça. Je l'utilise et là, à la console de MON, je pourrais lui dire « Ok, ben, je prends mon canal 33 et voilà, je reçois le clic et ça serait envoyé directement à la console de MON. » Donc, ça, c'était pour les insertions. Si jamais... Je vais juste vérifier. Ouais, je suis bien là-dessus. Parfait. Super. Si jamais vous voulez mettre des insertions internes, on a la section juste ici. Je vais vous le montrer dans un instant. Donc, on a également le Direct Out. C'est la même chose que Insert. Donc, si je clique là, vous voyez, c'est la même page. On a le Recall Safe. Recall Safe, c'est tout dépendamment de quels paramètres vous voulez qu'il sauvegarde ou pas en fonction des changements que vous faites. Il y a des paramètres qui ne changeront pas si vous sauvegardez les Recall Safe. Donc là, présentement, je suis sélectionné sur le canal 21. On va dire que c'est mon canal animateur. Ben, je ne veux pas que certains éléments changent, donc je peux les sélectionner. Puis je veux qu'ils restent toujours la même chose. Donc, en les sélectionnant, comme ça, peu importe quand je vais changer de scène, ça va rester toujours le même. Donc là, présentement, il est assigné à All, pardon. Donc, il n'y a rien qui va changer en fonction des scènes, sauf si je sauvegarde différentes scènes, évidemment, avec différents paramètres. Mais si je fais juste changer en gardant les mêmes scènes, ces paramètres-là vont rester tels quels. Ça peut être très, très, très pratique, mais ça peut être aussi très dangereux si vous n'avez pas vérifié si les Recall Safe sont activés ou pas sur certaines choses. Ça peut vous occasionner quelques soucis. Dernière chose ici, le fader. Bon, le fader, c'est assez simple, je vous dirais. Si jamais vous voyez à l'écran, on voit le fader modulé. On peut voir le niveau à l'écran. Et on peut aussi activer le on-off comme sur la console. Donc, ça peut se faire à ces endroits-là. Donc, l'écran, c'est vraiment une extension des faders, ou les faders, c'est une extension des écrans. Vous pouvez voir ça un peu comme ça. Dernière section, les DCA et les mute. Donc, ce qui est très chouette avec cette section-là, c'est qu'on peut facilement choisir qu'est-ce qu'on envoie dans quel DCA. Donc là, présentement, moi, je veux que le kick aille dans le DCA 1. Je veux que le snare aille dans le DCA 1, le hi-hat. Donc, j'ai juste à sélectionner chaque canot et leur dire dans quel DCA aller. On va dire, je vais mettre tout mon drum dans le DCA 1. Donc là, si je m'en vais sur la page des DCA puis que je fais Select, bien, vous voyez, les DCA, on les voit apparaître, le drum est dans le DCA 1 présentement. Donc, c'est très pratique. Si jamais je souhaite mettre des mutes, je peux le faire également. Donc là, si je m'en vais ici, si je sors du mode DCA, vous voyez, j'ai cliqué sur le mode DCA et je vois qu'est-ce qui est envoyé au DCA. Je reclique sur le mode Select pour retrouver mes pages de base. Mettons, je veux muter tout le drum au complet. Ben, c'est simple, on fait le même exercice. Donc, je sélectionne le mute 1 pour tous les canaux du drum. Comme ça. Ici. Oups, vu qu'il était stéréo, il était déjà assis. Et là, ben, si je active le mute, normalement, ça devrait fonctionner. Là, je vais juste vérifier mon mute. Il faut que je l'assigne pour que ça fonctionne. Ouais, exactement. Donc, je vais aller vous montrer ça dans peu de temps. Vous allez voir, c'est assez simple. Les mutes groups s'assignent avec les user defined keys. Il n'y a pas de bouton autre que ceux-là. Donc là, c'est possible qu'il soit déjà assigné. Je vais juste vérifier. Non,
il ne l'est pas, fait que je vais la signer. Dernière section de l'écran touch avec beaucoup de contenu. On va y aller vraiment une étape à la fois. Je vais faire vraiment un survol de tout. Je ne vais pas entrer en détail dans tout parce qu'on en aurait pour un certain temps. Donc, ici, vous avez la section les canaux. On peut les bouger comme ça. Donc, juste plus ou moins. Ça peut être très vite si vous souhaitez. Là. Vous voyez, on voit les selects bouger, là, tout dépendamment. Vous avez la section admin avec l'heure. La section help qui nous amène un fichier help file, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on souhaite. Donc, j'ai pesé sur le menu help, ça l'a téléchargé. Le manuel. Fait que là, on peut sélectionner différentes parties, tout dépendamment de où est-ce qu'on pèse. On peut, en fait, tourner le knob pour avoir accès à différentes sections. Puis, on peut avancer le contenu. Donc, rapidement, on peut lire directement sur l'interface. Je vous dirais que ce n'est pas très pratique. Il faudrait plutôt que vous alliez chercher le manuel sur Internet. Il y a plein de vidéos tutoriels également. Mais si vous avez besoin, vous pouvez y avoir accès rapidement. Donc, la section Help qui est là. Ça prend un temps de chargement, fait qu'essayez de ne pas l'accrocher pendant un spectacle parce que je pense pas que vous pouvez annuler là, une fois que vous avez entré en fonction. Une autre chose aussi, je pensais qu'on pouvait avoir accès rapidement au channel pour changer les noms ici, mais non, on ne peut pas. Donc pour ce faire, vous avez juste à cliquer sur le bouton du gain. Ensuite, vous cliquez sur le symbole ici. Vous voyez, il y a comme plusieurs menus, icônes, là. Je vais le refaire pour que vous puissiez bien voir. Là. Donc, vous sélectionnez le gain. Vous sélectionnez l'image qui est ici. Puis là, vous avez accès aux différentes icônes, aux différentes couleurs. Par exemple, là, ici, j'ai changé le floor en bleu. On recommence. OK. Alors, juste. Donc, vous voyez ici, j'ai changé l'icône en bleu. On peut changer en n'importe quelle couleur. On le voit que ça change directement sur le fader ici, sur l'icône. On peut changer aussi l'image. Là, l'image va juste apparaître ici. Elle n'apparaîtra pas sur les écrans LED où est-ce qu'on peut mettre les noms. Pour changer les noms, très simple, vous cliquez sur la barre ici. BS pour backspace. Si vous voulez, par exemple, effacer d'un coup, vous faites delete. Ah, c'est la même chose. C'est clear, pardon, excusez-moi. Si je fais ça, clear, ça l'efface d'un coup. Si, mettons, j'écris, on va dire kick, je peux le paste, le copy-paste. Donc, si je vais au prochain, par exemple, ici, je peux faire paste. Ah, ça n'a pas l'air d'avoir marché, c'est bien. Donc, si je reviens ici, je peux-tu... OK, on peut le surligner copy. Excusez, je ne pensais pas qu'on pouvait surligner. Et voilà. Donc, ça peut aller plus vite, tout dépendamment du type de choses que vous voulez identifier. Comme je vous ai dit, Yamaha ont beaucoup de plaisir à mettre des menus dans des menus. Comme là, vous voyez, j'ai cliqué sur le gain. On a accès à tous nos paramètres. J'ai accès à l'input port ici. Fait que là, j'ai accès à l'input port ici, qui m'amène à cette fenêtre-là. Vous voyez, je suis encore sur la page du changement de nom. Fait que là, si je clique ici, là, j'ai accès aux inputs du channel. Donc là, si je fais ça, je reclique sur le gain, et là, je reclique ici. Là, j'ai accès aux inputs, parfait. Mais si je clique ici, je suis encore accès aux inputs. Là, vous allez faire, OK, ben non, je vais cliquer sur le nom. Fait que là, vous n'avez pas le choix. Vous cliquez soit sur l'image, vous cliquez soit sur le nom. Puis il va toujours se souvenir de la dernière manipulation que vous avez faite. Fait que c'est ça qui est un peu plate. Tu cliques sur ça, il faut que tu cliques sur ça, puis là, tu y as accès. Donc, moi, je considère que c'est un petit défaut là, de workflow. Là, à mon humble avis, c'est comme un peu frustrant. Là. Tu sais, j'aurais aimé cliquer là-dessus, changer le nom rapidement. J'aurais aimé cliquer là-dessus, changer l'image, la couleur rapidement. Cliquer là-dessus, changer juste les inputs rapidement. Cliquer là-dessus, changer le gain rapidement. Mais c'est pas comme ça que les consoles fonctionnent. Donc, il faut juste se rappeler, OK, là, je clique là-dessus, parfait, j'y ai accès, super. Mais là, si je veux, là, vous voyez, de ce menu-là, je peux pas aller accéder. Il faut vraiment que je ferme ça, il faut que j'aille là. Puis là, vous voyez, j'ai encore accès. C'est pas tout à fait le même menu, hein. Si on regarde, là, ça ressemble à ça. On a aussi les onglets Icon Name ici, qu'on peut avoir accès. Mais si je retourne ici, que je m'en vais dans DrumKit, là, je retourne là, je m'en vais ici, je m'en vais là. Vous voyez, là, la fenêtre est verte. Elle n'est pas grise.
mais je peux quand même changer les mêmes aspects que si je m'en vais précédemment dans Patch. Fait que vous avez l'onglet Patch qui fait exactement la même chose que ce même onglet-là ici, dans Input Port. C'est comme l'onglet Patch. Fait que voici les petits trucs qui pourraient vous faire travailler, chercher à certains moments dans votre vie. Ensuite, option Send on Fader. Donc, vous avez sûrement déjà utilisé cette fonctionnalité-là avec les consoles LS9 et les consoles X32. Très pratique. Donc, ce qui est chouette avec ça, c'est qu'on a juste à peser sur Send on Fader. On a le fameux arbre de Noël, très populaire avec les Yamaha. Donc, toutes les lumières sont allumées pour nous indiquer que présentement, on est sélectionné sur le mix front. Donc, le mix, je crois, 13-14. On peut aller vérifier ici. Non, 11-12. Donc, le mix 11-12 qui est ici. Donc là, actuellement, tous ces canaux-là peuvent aller dans le mix 11-12. Je peux sélectionner, par exemple, le mix du drum. Donc, tous ces canaux-là, je les envoie au mix du drum. Ensuite, mix de bass, tous ces canaux-là, parfait. Mix de keys, merci, super. Et là, je veux refaire des manipulations. Vous voyez, le drum, les faders restent toujours au même endroit. C'est ce qu'on envoie pour les musiciens. Une fois que vous avez terminé le Send on Fader, vous devez quitter le mode. Vous faites le X. Et là, vous avez quitté. Vous pouvez également cliquer sur n'importe quel bouton. Ah, c'est pas vrai. Je croyais que c'était possible. Ce n'est pas le cas. Vous devez toujours faire le X pour quitter. Peut-être que... OK, on peut cliquer sur les encodeurs. Ils ont des boutons pressoirs. Donc, on peut sélectionner le mix en cliquant dessus au lieu de cliquer avec l'écran touch. Super. Mais on ne peut pas sortir du mode sauf par le X ici. Si vous voulez avoir accès aux autres mix et matrices, vous avez juste à cliquer sur le petit encodage ici. Vous voyez un petit bouton là? Ça nous donne accès aux FX. Donc, si je veux par exemple envoyer de la voix dans l'effet 1, qui serait de la réverbération, ben, je pourrais envoyer la voix dans l'effet 1. Le délai, je pourrais envoyer la voix dans le délai, etc., etc. Les matrices qui sont ici, vous voyez, délai left-right, je pourrais envoyer le master, par exemple. On quitte le menu. Donc, Send on Fader. Ensuite, I/O Device. I/O Device, ce sont les préamplificateurs qui vont être branchés ou les autres appareils compatibles d'NT. On va les voir apparaître ici dans nos devices, dans nos appareils. Donc, on a jusqu'à 8, on peut en avoir plus, jusqu'à 16, 24 maximum. Je vous ai parlé des Rio. Les Rio, ce sont les préamplificateurs, ce sont les Snake numériques, aussi appelés. Donc, nous, on a les modèles Rio 3224D, 32 Input, 24 Output, D pour Digital. On a également la QL5 qui peut être détectée par la CL. L'avantage que les consoles se parlent, c'est qu'on peut envoyer des canaux d'une console à une autre. Par exemple, si je branche mon Talkback du FOH, je vais la brancher dans un input physique de la CL5. Bien, vu qu'elle ne passe pas par les Rio, je dois l'envoyer vers soit les Rio ou la QL, par exemple. Donc là, ce que vous voyez, l'interface ici, c'est le Rio. Là, présentement, ils ne sont pas branchés. C'est pour ça qu'ils sont marqués virtuels en jaune. On va faire une prochaine vidéo. Est-ce que je vais les brancher? Puis on va voir comment les brancher pour qu'ils soient synchronisés et qu'ils soient fonctionnels. Parce qu'ils peuvent parfois ne pas être synchronisés. D'où le petit onglet ici, System Sync. C'est des petits voyants de couleurs qui vont clignoter vert, jaune ou orange, tout dépendamment du type de liens qui vont se faire. S'il y a des problèmes de connexion, ils vont nous indiquer un code de clignotement pour nous indiquer quel type de problème. S'ils sont parfaitement sync, ça va être en vert, puis on est très content. Donc, pour chaque canal, on peut cliquer, changer le gain, mettre du 48 volts, mettre un high pass filter, par exemple. On peut le faire directement là-dessus. On a aussi nos sorties, entrée-sortie AES-EBU, et nos sorties XLR. Généralement, les dernières sorties XLR, c'est toujours celle-là qu'on va brancher dans le pilier. Donc, le 15-16 du Rio devrait normalement être assigné au master stéréo. Donc là, ce qui est chouette ici, c'est qu'on peut cliquer carrément sur les sorties. Ça nous apparaît cette belle page-là avec tous les outputs. Donc, par exemple, mon Rio 1, je voudrais brancher, on va dire, des mix de moniteurs. Donc, je m'en vais dans Output 1. Et là, normalement, j'aurai accès au Rio ici. Vu qu'ils ne sont pas détectés, c'est normal qu'ils n'apparaissent pas. Mais en ayant accès au Rio, je pourrais dire « Hey, assigne-toi au Rio 1, sortie 1 ». Là, on a jusqu'à 64 possibilités de canaux. Donc, il faut absolument s'assurer que les sorties sont bien assignées pour que le signal puisse passer sans problème avec les Rio.
Normalement, une fois qu'ils ont été branchés une fois puis qu'on l'a fait une fois, il le fait automatiquement. Mais des fois, il y a des petits pépins, des petits bugs et il faut le refaire manuellement pour que le signal passe correctement. Donc, on est sur la page entrée-sortie. Il y a la page AMP. On peut avoir des amplificateurs qui sont compatibles DNT. Donc, on pourrait les voir apparaître ici. La page wireless pour des appareils qui fonctionnent sans fil. External, je pense que c'est amplifier. Je me souviens plus HA exactement ce que c'est. Si je me souviens bien, c'est Head Amplifier, je crois. Pré-amplificateur, si je me souviens bien. C'est ça le symbole de HA. Puis on peut sélectionner les différents types d'appareils compatibles. Nous, on n'utilisera jamais cette fenêtre-là. On va toujours utiliser IO. Puis on va toujours utiliser Dante Patch. C'est ici qu'on peut avoir accès à nos devices. C'est ici qu'on peut avoir accès au Dante Input Patch et Output Port Setup. C'est vraiment important parce que tous les appareils doivent se parler et envoyer les canaux au bon endroit. Donc, IO Device, c'est votre onglet préféré pour commencer un événement, placer vos équipements et assurer la compatibilité de tous les consoles pour que tout le monde se parle correctement. Donc, première chose, quand vous allez brancher tous les appareils en Dante, tout le monde devrait se voir et se synchroniser. Le virtual va disparaître, il va y avoir une fenêtre qui va vous dire « Connected ». Par la suite, vous devez vérifier si dans vos input patch Dante, ils sont tous bien synchronisés au Rio. Comme là, le Y003, c'est notre premier Rio. C'est le premier channel input 1 avec le Dante 1. Donc, tous les canaux Dante 1 vont recevoir le Rio 1, que ce soit pour la QL, que ce soit pour la CL. C'est ça qui va être le plus important. Il faut le faire et pour la CL et pour la QL. Une fois que ça c'est fait, les deux vont recevoir le même signal dans le même canal. Donc, ça va être plus facile pour tout le monde. Donc, toujours vérifier si ici ça a été synchronisé. On clique là-dessus, on a accès au Rio 1, on sélectionne les bons inputs. Des fois, il faut le faire manuellement, mais on a un petit bouton Auto Setup que quand on clique là-dessus, il les place automatiquement d'un seul coup. C'est très pratique. Même chose, Output Port Setup. Vous voyez, il y a déjà les mix qui sont créés de la scène actuelle, qui sont déjà assignés au Dante. Donc là, ici, on a accès au Mix Matrix. Mix 1, c'est le drum. Mix 3, c'est la bass, etc. Puis ça fonctionne sur le Dante. On a jusqu'à 64 canaux pour le Dante. Dante Setup, c'est encore une fois une page dans une page. Vous voyez, j'ai cliqué sur Dante Setup. Parfait, je vais vous montrer exactement ici dans Setup. Vous avez Dante Setup, ici aussi. Et c'est exactement le même menu. Donc, c'est pour ça que je vous disais, Yamaha, il aime bien mettre un peu partout les mêmes onglets. Je vous dirais que c'est quand même pratique parce que, OK, j'ai pas le temps durant le spectacle, je suis là, j'ai besoin d'aller rapidement dans Dante Setup, je vais aller tout de suite. J'ai pas à cliquer Setup, recliquer Dante Setup pour y avoir accès, mais ça peut devenir facilement mélangeant. Donc, je voulais juste vous prévenir, il y a plusieurs choses à différents endroits. Donc, Dante Setup, on y revient. Vous avez différents ID de console. Chaque console doit avoir son propre code. Donc, nous, la CL, c'est le numéro 1, la QL, c'est le numéro 2. Le Rio 1, c'est le numéro 3 et le Rio 2, c'est le numéro 4. On a décidé de fonctionner comme ça. Pour ce qui est du Dante, on fonctionne en redondance. Donc, il faut brancher les câbles primaires et secondaires. Si on avait juste le câble primaire de brancher pour tous les appareils, on serait en daisy chain. On fait le Dante Patch par la console. On est en 24 bits à 1 milliseconde de latence. Et certaines consoles vont être Preferred Leader. Donc, nous, la CL, on veut qu'elle le soit. Si je pourrais le changer, mais pour l'exercice actuel, ce n'est pas nécessaire. Mais il y a juste un Preferred Leader pour les appareils pour l'horloge. Device Mount, vous voyez, c'est une super de belle page qui est écrite Dante Setup, où est-ce qu'on voit tous nos appareils Dante. Et ça ressemble étrangement à cette page-là. Mais c'est pas tout à fait la même page. Donc, encore une fois, Yamaha nous aime bien, ils veulent bien nous offrir toutes les possibilités du monde. Vous voyez sur la page ici, où est-ce que je suis sur IO Device, quand je clique sur l'appareil, j'ai accès au output, par exemple, puis à le SEBU, mais j'ai aussi accès, aux inputs 1 à 8, 9 à 16, comme on a vu. Mais, si je vais dans Dante Setup, Device Mount, et que je clique là-dessus, là, j'ai accès à d'autres menus. Ça se pourrait que ça vous arrive qu'il y a des appareils qui n'arrivent pas à se synchroniser, c'est possible. Si jamais c'est le cas, vous devez aller absolument dans ce menu-là. Quand vous allez dans Device List, tous les appareils qui sont branchés sur le même réseau devraient apparaître là. Normalement, lorsqu'ils apparaissent là, c'est très bon signe, mais il faut qu'il y ait une confirmation avec une petite écriture de caractère de couleur bleue. Quand elle est de couleur bleue, ça veut dire qu'elle est synchronisée, qu'elle est détectée et que tout fonctionne. Si vous voyez juste le nom de l'appareil en gris,
et sans les caractères en dessous en bleu, ben, elle est détectée, mais elle n'est pas synchronisée. Donc, une solution qui peut marcher, ça ne marche pas à tous les coups, vous sélectionnez l'appareil, vous faites No Assign, l'appareil va disparaître de la liste. Vous allez ensuite dans Device List et vous pouvez l'ajouter manuellement ou dans Supported Device, vous pouvez l'ajouter manuellement. Et en le réajoutant, c'est comme si ça rafraîchissait la connexion, le lien entre les appareils, et là, il se synchronise. Donc, on a les Supported Devices, ce sont tous les appareils compatibles Dante. On a du Nexo, qui est une compagnie qui fait des amplificateurs, du Audinate avec les cartes Dante pour les appareils de console, Avium pour brancher des appareils aussi, du DNB, du Focusrite. Tous les appareils Dante peuvent se brancher avec cette console-là. On voit la liste qui peut être compatible. On a même les Shure ULXD4. On en a un de disponible, nous, dans notre inventaire, mais je crois qu'il n'a pas encore de port Dante. Je crois que c'était la première version et on n'avait pas encore la capacité d'avoir du Dante à ce moment-là. Mais on pourrait, de la console, être capable de contrôler l'appareil directement, ce qui peut être très pratique. DVS, c'est pour Dante Virtual Sound Card. On pourrait connecter Dante Virtual Sound Card directement de la console vers Dante Virtual Sound Card. Puis manuel, ben, c'est un truc qu'on n'a jamais utilisé. On peut synchroniser des appareils manuellement en rentrant des données plus précises. Donc, ça, c'est l'onglet Device Mount dans le Dante Setup. Puis le Remote HA Assign, c'est... il peut pas avoir deux consoles qui contrôlent les préamplificateurs Rio. Il peut juste en avoir une. Donc, on veut s'assurer qu'il y a des consoles qui n'ont pas le Remote HA Assign. Donc, voilà. Fait que ça, c'est pour la page IO Device. Ensuite, rack. Ce sont nos racks d'effets. Fait que ça, c'est assez simple. Les premiers ici, ce sont des graphiques EQ, des EQ graphiques. On peut facilement les assigner en cliquant ici. On sélectionne soit les canaux qu'on souhaite les assigner. On peut les mettre directement sur des channels ou sur des mix. Fait que, mettons, je veux les mettre sur le mix ici. Là, j'ai un EQ graphique 1A. Puis là, je vais mettre sur le mix 2. Donc là, mes deux EQ graphiques présentement sont assignés au mix 1, qui est stéréo. Si je clique sur le premier, je peux les linker comme sur la liste 9. Et là, si je veux après, je peux faire Fader Assign. Mais on a accès seulement à une plage de fader à la fois. Et c'est seulement sur le Central Logic qu'on a accès. Donc, je peux faire ça comme ça ici. Puis on peut voir que les manipulations s'effectuent. Ensuite, le prochain comme ça. Et le dernier comme ça. Si jamais je ne suis pas satisfait, je peux seulement cliquer sur les boutons On pour les ramener à 0. Ou je peux faire Flat pour tout ramener à 0. Donc, vous voyez, présentement, ils sont à On. Donc, ils fonctionnent, ils sont en insertion, entrée-sortie vers le mix. Ils sont opérationnels. Si j'enlève le On, il ne fonctionnera pas, ils seront bypass. On peut avoir accès à tous les graphiques EQ directement comme ça. On peut aussi les assigner ici ou les assigner directement sur la page. On a 16 graphiques EQ sur la CL5, mais on en a seulement 8 sur la QL5. Donc, elle peut être vraiment pratique comme console de moniteur quand il y a des gros événements. Si on a des gros événements, je vous suggère fortement de mettre la QL en FOH puis la CL en MON parce que la QL n'a que 8 EQ graphiques. Pour ce qui est des effets, on a 8 effets. On peut les changer en cliquant sur l'image ici. On reclique sur cette image-là et on a accès à tous les effets de Yamaha. On peut changer les paramètres, encore une fois, avec les boutons rotatifs ici. Vous voyez, avec la ligne blanche, on peut y avoir accès facilement. On peut ensuite sélectionner. Présentement, ils sont déjà assignés à des mix. Donc, les entrées-sorties sont déjà faites. Et avec le Send on Fader, je peux sélectionner l'effet 1 et j'envoie présentement ma voix dans l'effet 1 qui est un Reverb All. Et le retour stéréo des effets est fermé. Donc, si je veux entendre dans le système de son principal, je vais m'assurer de le monter pour qu'on puisse l'entendre. Je retourne à ma page de rack. Donc, on a plusieurs effets. Si jamais vous voulez des effets de plus, on a les effets premium. Les effets premium, ce sont des effets de haute qualité, là, entre guillemets, qui font quand même une bonne différence pour améliorer la capacité sonore d'instruments ou de système de son principal. Moi, j'aime beaucoup le Multiband Compressor. Donc, mettons, je décide de le prendre en stéréo. Puis, je décide de l'assigner justement à mon master, l'F
et right. On doit l'assigner aux deux, left-right. Même chose pour la sortie. Donc, il ne le fait pas automatiquement, ça dépend des situations. Left-right, merci. Et là, j'ai accès à un multibande compresseur. On peut utiliser également les boutons rotatifs ici. Donc, vous voyez ici, présentement, mon threshold est affecté. Je peux l'avoir indépendamment ou pour toutes. Je peux l'avoir ici, comme vous voyez, pour chaque. Mais là, si je veux avoir accès aux autres, vous voyez, j'ai cliqué sur ratio et là, mon bouton, vu qu'on n'a pas les points rotatifs blancs comme les autres, on a des codes en blanc avec des chiffres. Mais là, mes boutons vont affecter ce que je décide de choisir. L'attaque, le release, le gain, etc., etc. Même chose ici, on a différents paramètres qui peuvent être affectés. Si je clique sur Master, là, vous voyez, le bouton n'est pas assigné, c'est 1 et 2. Donc, le 1 est ici et le 2 est ici. Si je clique là-dessus sur le gain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le 8, on le voit ici, c'est les fréquences aiguës, les fréquences mid, low. Et le gain, on le voit, il est affecté. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour les boutons encodeurs. Là, c'était juste pour vous montrer un exemple de comment les utiliser. C'est très pratique pour améliorer le son de notre PA ou d'instrument. Puis ce qui est chouette aussi, c'est si je décide de le prendre en dual, par exemple, je prends l'Opto 2A, puis je fais OK, ben je peux l'assigner en insertion sur des channels. Fait que mettons, moi j'aime bien la bass pour ça, et on va dire par exemple le snare. Boom. Mais là, j'ai deux instruments qui vont dans l'effet. Et je peux avoir accès aux deux instruments facilement. Donc, la première manière, c'est comme ça ici, avec le plus et le moins. Là, je travaille la basse présentement avec l'encodeur ici, le 1, le 3 et le 6 et le 8. Fait que c'est un peu pas naturel, mais en même temps, il voulait viser la zone où se trouvaient les traitements. Donc là, j'ai fait celui que je voulais. Maintenant, je vais changer. Puis là, vous voyez, le snare, c'est pas du tout les mêmes paramètres. Donc là, on fait ça comme ça ici, comme ça. Là, je fais vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas des mesures fiables. Je vous déconseille de les suivre. Là, vous voyez, mes traitements sont appliqués. Il est effectif, il est à on, il n'est pas bypass. Donc ça, c'est pour les racks. Par la suite, le bouton Setup. C'est là où on a le menu, le cerveau de l'appareil de Yamaha pour avoir accès à toutes les informations. Donc, vous avez User Setup, c'est ici qu'on peut changer, par exemple, les préférences, le langage de la console. C'est ici aussi qu'on peut changer le Game Knob Function pour analogue ou digital. Ça va être pratique, tout dépendamment de si vous avez deux consoles ou juste une, qui va faire la structure de gain pour les préamps Rio. Et d'autres paramètres qui sont quand même importants, mais on n'abordera pas en détail pour cette vidéo. Les User Defined Key. Donc, j'ai fait un mute group tantôt. Fait que là, le mute group 1 est assigné au 9. Donc, si je pèse sur le 9, vous voyez, ça clignote. C'est ça que je cherchais tantôt s'il y en avait déjà un d'assigné. Donc, lorsque les on clignotent, ça veut dire qu'ils sont mutés et qu'ils font partie d'un mute group. Donc, si je veux enlever le mute group, c'est simple, j'ai juste à recliquer sur le User Defined Key que j'ai choisi. Et voilà, ils sont démutés. Vous avez jusqu'à 4 pages de User Defined Key, 1 à 16. Donc, on peut changer de page seulement en allant sur ce menu-là. Peut-être, je dis bien peut-être, on va vérifier. Par exemple, si je prends le 13, est-ce qu'on peut assigner le changement de page sur un bouton pour aller dans une nouvelle page et avoir accès à nos User Defined Key sans devoir aller dans le menu Setup? Fait qu'on va les regarder. Donc ça, ce sont tous les paramètres que vous pouvez assigner à des User Defined Key. Oh, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Fait que là, moi, ça serait de changer les pages. Donc, ça serait dans User Defined Key, peut-être, le menu. Ils ne sont pas bien longs, on va regarder. Il y a quand même beaucoup d'options. User Defined Key, Bank Select, Bank A, Bank B. Fait que maintenant, je fais OK. Puis là, je l'ai assigné ici. Vous voyez, le 13 est assigné au User Defined Key, Bank B. Si je pèse dessus, et voilà. Maintenant, je suis dans la banque B. Fait que ce que je pourrais faire, c'est ces 4-là. Je pourrais faire A, B, C, D. Et là, je m'obtiens avec 4 fois 16 User Defined Key différents. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans la page pour le faire. J'ai pris ces 4-là pour les changer. Donc, je pourrais, en fait, pour chaque page, toujours mettre les mêmes. Fait qu'au final, j'aurais seulement 4 fois 12. Mais ça fait quand même beaucoup plus de possibilités. Donc, User Defined Key, User Defined Knobs, nous sommes là. On a nos knobs. Donc là, vous voyez Brightness Lamp. Ça, c'est quand on a des lampes qui sont branchées. Brightness Panel, ça, c'est ici, vous voyez, ça change. Brightness Name.
Puis, bon, input, delay, time, tout dépendamment. Fait qu'on peut les sélectionner, les changer aussi, même chose. Custom Fader, ce sont les pages custom que vous avez ici. Donc, les pages custom, par exemple, si je prends, on va aller dans Custom B. Donc là, je peux sélectionner ici, on a plusieurs options, comme Custom B1. Là, je dis, j'aimerais ça avoir le kick ici, puis ensuite, j'aimerais ça avoir le channel 66. Ah, pardon, excusez. On va dire le kick ici. On va y arriver. Là, il faut changer à côté pour sélectionner notre autre channel. Ensuite, ici, je vais prendre la matrice. Ensuite, ici, je vais prendre mon stéréo, gauche-droite, mon mono, puis je vais finir avec mon retour d'effet. Et voilà. J'ai mon kick ici, un channel, mon mix de bass, mon stéréo master. Vous voyez, il va bouger automatiquement. Puis mon retour d'effet que je peux facilement on-off. Donc, très pratique, très facile à utiliser. Vous en avez jusqu'à 8 pour le B. Pour le C, même chose, c'est tout par batch de 8 seulement. Puis le user level, on ne l'a jamais utilisé personnellement, puis ils sont proscrits, donc vous n'aurez pas à les utiliser. On peut sauvegarder des scènes, on peut créer des codes d'accès, mais on ne le fait pas. Ici, c'est vraiment important, on a accès à l'horloge. Donc là, présentement, l'horloge fonctionne avec le Dante. Il n'y a rien de branché en Dante actuellement, mais la carte interne génère l'horloge pour la console. Donc, lorsqu'elle est verrouillée et opérationnelle, elle est en bleu, puis elle nous indique sur quelle composante elle va chercher son horloge. On pourrait avoir l'horloge interne, mais nous, on utilise le Dante pour que tous les appareils puissent fonctionner ensemble. Ça va être ici que vous allez voir si l'horloge fonctionne bien entre les appareils. Cascade, on ne l'a pas utilisé jusqu'à présent. Je ne sais pas trop exactement ce que ça implique. Je pense que c'est en lien avec les slots, justement, pour envoyer des mix dans d'autres endroits, pour cascader des mix à différents endroits. Les output ports sont quand même très importants. On fait juste assurer que nos mix sont bien envoyés au bon endroit, surtout en Dante. En fait, c'est la même page, encore une fois. Il y a beaucoup de pages qui se répètent. Que si on retourne ici, IO Device, Output Port Setup, vous voyez, on y est. Donc, si je retourne dans Setup, Output Port, la même chose. Fait que ça fait beaucoup de pages qui se répètent. MIDI, GPI, vous n'allez pas l'utiliser. Boss Setup, Surround Setup. Surround, c'est vraiment si vous faites un mix en surround. Boss Setup, si vous voulez changer vos mix pour qu'ils soient mono ou stéréo. Comme là, nous, on voulait des mix stéréo. C'est ici qu'on va aller pour les mettre en stéréo. Et là, nos mix vont être déjà prêts pour envoyer le signal correctement. Ils sont mono à la base. Même chose pour les mix matrix. Donc, le Dante Setup, on l'a vu. Datetime, Network. Le Network, c'est si vous voulez synchroniser un iPad. Vous allez avoir l'adresse IP. Vous, c'est Mixer Control. Vous ne voulez pas Device Control, vous voulez Mixer Control. Donc, vous devez avoir la bonne adresse IP sur votre iPad avec le routeur pour que vous puissiez avoir accès à la console avec la bonne application. Le contraste, ça va changer le contraste du nom ou de l'écran, tout dépendamment sur quoi vous avez... sur quoi vous décidez de manipuler. Même chose pour la lampe. Puis le Console Lock, ça verrouille la console, puis vous pouvez mettre un code d'accès. Nous, on ne le met pas, on n'a jamais de problème. Recorder, pour enregistrer avec une clé USB. Donc, vous insérez la clé USB ici, vous pouvez enregistrer un stéréo du master sur la clé directement. Vous avez évidemment un meter pour le stéréo, ou si vous avez un Q. Puis vous pouvez cliquer sur l'onglet ici. Et vous avez tous vos canaux, vous pouvez voir les meters de tous les canaux, ainsi que la position des faders pour chacun d'entre eux. Donc, c'est juste un autre visuel de plus. Même chose pour les outputs. On voit que les mix sont déjà montés. Votre stéréo, le Q, les monitors left, right, center. Et le RTA, si vous voulez l'utiliser en fonction de les mix, les outputs que vous voulez l'utiliser. Channel Job. Donc, Channel Job, vous pouvez linker des channels ensemble. Par exemple, moi, je veux le keys, vous voyez, déjà linké. On le voit à l'écran en bleu ici. Mais mettons, je voudrais linker bass puis acoustique. Bon, fait que j'ai juste à sélectionner en cliquant en tenant et je repèse l'autre. Et là, vous voyez, il est apparu à l'écran. J'ai linké ces deux canaux-là. Et là, maintenant, les faders se suivent. Vous pouvez les délinker seulement en cliquant dessus dans le mode Channel Link. Vous pouvez aussi les mettre à différents niveaux. Ils n'ont pas besoin d'être égales. Fait que là, mettons, j'aime le fait qu'ils soient à ces niveaux-là.
Puis je veux toujours qu'ils respectent ces niveaux-là. Ils vont toujours suivre le niveau à lequel vous les avez programmés. Puis là, vous voyez les paramètres qui sont linkés aussi. C'est tout. Donc, si vous commencez à mixer, puis vous les avez linkés préalablement, puis c'est deux instruments différents, bien là, la compression que vous allez faire sur la basse, ça va être la même qui va avoir lieu sur l'acoustique. Donc, faites attention si vous linkez des instruments qui sont différents, désactivez certains paramètres. Si c'est le même instrument, ben, vous avez juste à le mixer une fois sur un des channels, il va le faire automatiquement sur l'autre. Parfois, c'est bien de EQer différemment le gauche puis le droit, mais encore une fois, si vous décidez de linker les volumes, retirez par exemple EQ pour pas que ça affecte les deux. Donc, input et output, on peut les linker. Les DCA groups, si on veut, on peut avoir accès directement là aussi. On peut changer les noms des DCA, comme ça. On a aussi les mute groups. Donc, rapidement, je peux sélectionner le mute groups, puis on les voit apparaître. Comme là, présentement, je suis sur le mute 1, on voit lesquels canaux sont inclus. Et je pourrais les ajouter de cette manière-là aussi. Donc là, présentement, ceux-là sont ajoutés au mute group 1. Si je veux aller dans le mute group 2, je pourrais aller ici, sélectionner la prochaine page. Et là, vous voyez, ils apparaissent également à l'écran et on les voit apparaître ici. Et là, ils sont en train de fonctionner. Le mute group est activé présentement. Mais là, je n'ai pas de bouton, je crois, de User Define Key pour ça. Fait que je vais quitter le mute group juste pour voir si ça fonctionne. Non, c'est ça, il n'a pas été assigné pour ça. Bon, c'est pas grave. Donc, mute group, recall safe, c'est là qu'on va décider pour nos recalls qu'est-ce qui est activé ou pas et surtout sur quel channel. Parce que là, c'est juste le canal 32 que je pourrais dire, ben moi, je veux que ça soit tout en recall safe, mais je pourrais aussi l'appliquer à tous les inputs, par exemple. Mix minus, je ne l'ai jamais utilisé. C'est d'envoyer un mix à un certain endroit, peut-être. Il faudrait lire le manuel. Je vous reviendrai en plus en détail si jamais je trouve la réponse à cette question. Puis on peut copier ou déplacer les paramètres, tout dépendamment de ce qu'on a effectué. Dernier petit onglet avant la fin de la vidéo, qui était quand même assez long, c'est le monitor. Le monitor va être très pratique pour votre Q monitor. Le Q monitor, si vous ne savez pas déjà, vous pouvez vous brancher un moniteur pour la console de Mon. Vous pouvez l'assigner au Q et à chaque fois que vous allez écouter un mix, du moins vous allez faire un mix send on fader, vous allez entendre le mix sur lequel vous travaillez. Par exemple, le mix du drummer, vous travaillez sur le mix du drummer, ben, vous décidez de lui envoyer certains instruments. Par exemple, je me mets en send on fader, je m'en vais dans le mix du drummer, je m'en vais sur la bonne page des canaux. Ça, c'est ce que j'envoie au drummer et si les musiciens jouent, je devrais entendre exactement la même chose que lui. Donc, c'est très pratique d'assigner le Q en cliquant sur le petit onglet ici pour ouvrir la page et de sélectionner les sorties correspondant à votre moniteur à vous. Fait que si vous branchez, par exemple, dans la préamplification Rio sortie 13, ben, la sortie 13 d'NT output, bien précisé, est peut-être dans, on va dire, 35, par exemple. Puis là, vous voyez, vous pouvez assigner plusieurs sorties en même temps. Comme là, j'en ai assigné beaucoup. Là. Donc, on peut répéter le signal à plusieurs endroits simultanément. Ensuite, ben, vous pouvez mettre PFL, AFL, LastQ, MixQ, tout dépendamment. Puis, d'autres types de manipulations. Vous avez votre source moniteur. Est-ce que vous voulez écouter le stéréo ou d'autres choses? Ça, pour les mix démon, c'est moins important. L'oscillateur, ça peut être pratique dans certains contextes. Puis, le talkback, si vous branchez un micro directement dans la console, vous pouvez l'assigner en talkback en sélectionnant le bon input. Puis en assignant en talkback, ben, vous pouvez dire où est-ce que vous les envoyez dans quel mix. Puis vous avez un bouton talkback on. Évidemment, vous pouvez utiliser un user define key pour activer, désactiver le micro. Donc ça peut être très pratique. Puis l'envoyer exactement dans les mix que vous le souhaitez. Donc je sors du mode send on fader. Puis pour vrai, je crois que c'est ce qui conclut. Je vais juste terminer avec setup. Non, pas vrai, scène, une dernière fois. Dans le fond, dans scène, ben, vous avez évidemment store pour enregistrer la scène. Donc là, moi, j'ai fait des manipulations. Je vais la sauvegarder. Je ne vais pas l'appeler brochu. Je vais l'appeler capsule parce que je fais une capsule. Puis il met la date qui n'est pas la bonne, vu que le spectacle c'était le 22 juin. Nous, aujourd'hui, on est le 8 juillet. Store.
Est-ce que tu veux l'enregistrer? Oui. Et voilà. Donc là, vous voyez, il y a aussi l'onglet ici que je peux verrouiller la scène. Si jamais je veux pas qu'il y ait de modification ou de changement. Généralement, on le fait pas. C'est pas très important, je vous dirais. On peut mettre des commentaires. Comme là, moi, j'ai mis 8 juillet. J'aurais pu mettre autre chose. Le focus, c'est le recall safe. Grosso modo, là, si je clique là-dessus, j'ai activé le focus et là, toutes les prochaines scènes que je vais loader vont utiliser les recall safe pour ce qui est en vert. Donc là, tout dépendamment de comment vous le voulez, ça s'appelle le focus recall. C'est le même principe que le recall safe. Mais c'est quand même... C'est très pratique, mais il faut savoir les utiliser correctement. Si vous ne savez pas comment bien les utiliser, il y a plus de chances que vous fassiez des erreurs. On va entrer plus en détail de comment les utiliser dans une prochaine vidéo. Fade time, c'est le temps de seconde de transition entre les scènes. GPI out, c'est des informations, je crois, vidéo ou des triggers pour activer certaines fonctionnalités. Mettons, activer un reverb avec une pédale à pied, là, une pédale pour les pieds. Ça peut être une option. Puis Playback Link, je pense qu'on peut mettre des chansons pour une scène. Tout dépendamment si c'est un spectacle de danse, ça pourrait être possible de pouvoir mettre des chansons pour que ça puisse jouer entre les scènes ou s'arranger. Ça peut être... J'ai jamais utilisé personnellement, fait qu'il faudrait encore une fois lire le manuel pour être certain. Donc, c'est ce qui conclut la capsule pour le résumé de la CL, les fonctionnalités globales. Je vous souhaite une excellente journée.